peut-être le mien d'ailleurs. Oui, ça c'est autre chose. Ah d'accord. Nous sommes très honorés de démarrer ce colloque numérique et compétences par la table ronde 1 sur les badges numériques et plus précisément sur la thématique suivante: comment engager le déploiement du badge numérique à l'échelle nationale pour favoriser l'employabilité des travailleurs plus qualifiés. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, donc très brièvement, qu'est-ce qu'un badge numérique? Donc c'est un dispositif numérique qui est présenté sous forme d'icône ou de macaron et qui est une représentation visuelle de l'acquisition des connaissances, des compétences formelles et informelles, des savoir-faire et des savoir-être. Voilà, vous avez une représentation là sur l'écran derrière moi. Et donc ce badge numérique Open Badge présente de très nombreux avantages. Donc il est facile d'utilisation, il est intuitif, il est dynamique. Il est portable sur toute plateforme agréée et il permet surtout une reconnaissance infiniment plus fine et plus large des connaissances et des compétences par comparaison au traditionnel diplôme que nous connaissons tous. Alors pour échanger sur ce sujet passionnant, nous avons un immense honneur d'accueillir autour de cette table donc Madame Carole Mergen, DRH chez IBM France, qui nous parlera du système très à la pointe des badges numériques développés par IBM. Nous avons Monsieur Philippe Petitqueux, délégué régional numérique à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie, secrétaire général de l'association Reconnaître Open Recognition Alliance, qui est au cœur d'une expérimentation passionnante, celle des badges au service. Celle des badges au service d'un territoire apprenant. Je vous m'entendez mieux maintenant. Madame Laurence Martin, directrice du réseau APAP, l'association pour la promotion du label APP, qui partagera avec nous le succès des badges dans l'accompagnement personnalisé et les parcours de formation. Et M. Bruno Lucas, délégué général de la DGEFP, délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle, qui donc met en œuvre les orientations du gouvernement en matière de formation professionnelle et qui suit de très près toutes les expérimentations en termes d'open badge en France. Voilà, merci infiniment de nous avoir rejoints. Pour rappel, le déroulé de la table ronde se fera en 3 temps. Donc, dans un premier temps, nous laisserons 7 minutes à chacun des intervenants pour nous parler de leur expérience en termes d'open badge, des enseignements clés. On passera ensuite à 30 minutes de questions ciblées avec Fabienne et moi-même. Et enfin, le temps restant, des échanges avec l'auditoire. Donc, sans plus attendre, je vous propose de démarrer le tour de table avec Madame Mergen et son expérience chez IBM. Merci. Bonjour à tous. Ah oui. Voilà. Bien, donc mon intervention vise à illustrer très pratiquement et pragmatiquement ce qu'on a mis en place chez IBM, qui est une opération en cours qui a démarré il y a plus de 3 ans et qui continue de s'enrichir en permanence. Donc voilà, une vocation illustrative, c'est pas, voilà, il y a plein d'autres choses qui se font. Je vais vous montrer là où on en est nous. Donc en ce qui nous concerne, un badge numérique, c'est quoi? C'est une attestation de forme. C'est l'équivalent d'une attestation de formation, de certification sous forme numérique et digitale. C'est une appropriation par l'individu de sa compétence, parce qu'en fait finalement le salarié est l'utilisateur final du badge, donc de sa compétence. Et c'est aussi un signifiant, parce que ça montre, ça démontre, ça rend visible la capacité et l'envie d'acquérir des compétences en permanence tout au long de sa vie professionnelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui chez IBM France? Donc à ce jour, on en est à plus de 20 000 badges obtenus donc par les salariés d'IBM France, dont plus de 50% sur les domaines stratégiques de l'entreprise. Alors, ça ne signifie pas que les 50% ne sont pas stratégiques, c'est juste qu'on a catégorisé
la nature des badges en fonction du contenu qu'ils comportent. Et donc, il y a des badges qui sont déployés pour permettre aux salariés d'acquérir les connaissances, les compétences stratégiques pour l'entreprise, c'est-à-dire sur nos offres et la valeur qu'elles apportent à nos clients, et donc leur capacité à articuler, eux, l'offre chez nos clients. Donc, c'est notre métier. Donc, c'est ce qui fait les emplois d'aujourd'hui et demain chez IBM et l'employabilité des salariés d'aujourd'hui et demain aussi. L'autre moitié est répartie, grosso modo, sur des certifications métiers, donc qui sont soit propres à IBM, soit transverses à notre industrie, comme les project managers, par exemple, les IT architectes, donc tous les métiers, les cœurs de métier vraiment du marché IT. Et puis, il y a une catégorie toujours autre, pour une catégorie autre, parce qu'il y a effectivement plein de badges très très différents, et vous allez voir un petit peu plus tard. Les badges, notre système de badges est ouvert à tous, c'est-à-dire que tous les salariés peuvent se former à tout ce qu'ils veulent. Moi, je peux me former à faire du codage Python, alors je suis à la DRH. Quelqu'un qui est développeur peut se former à des modules sur les ressources humaines s'il en a envie. Alors, évidemment, le manager, le prescripteur, sous une certaine forme du minimum de compétences qui est nécessaire pour exercer son rôle dans l'année qui vient, dans les 6 mois, les 12 mois, les 18 mois qui viennent, mais le salarié peut très bien décider de choisir, de s'intéresser à tout badge ouvert dans la bibliothèque qui est donc disponible pour tous. Il y a différents niveaux de badge, c'est-à-dire qu'en fait on va de la sensibilisation jusqu'à la certification métier, d'accord ? Donc ça c'est la certification reconnue par une profession dans IBM et en dehors, en passant par la connaissance et la compétence. On fait un léger distinguo. Voilà, je peux me former moi à la blockchain si j'ai envie, bien évidemment, je vais me former au tout premier niveau de blockchain, savoir en parler 3 minutes. Et puis ensuite, si j'ai envie d'approfondir, je vais aller dans des différents niveaux, voilà, en fonction de l'utilité que j'en ai. Un exemple très concret qu'on a mis en œuvre il y a 3 ans, quand je dirigeais le recrutement d'IBM France, c'est qu'on a créé un badge pour nos apprentis et stagiaires, où on a rassemblé finalement l'ensemble des connaissances socles qu'on estimait nécessaires et suffisantes, en tout cas à la sortie d'un stage ou d'un apprentissage chez IBM. On a rassemblé ces savoirs sous l'égide d'un badge qu'on a nommé Digital Passport ERA, en anglais. Et puis on l'a mis à disposition finalement du monde entier. Donc toutes les personnes d'IBM dans le monde, un peu moins de 400 000, pouvaient décider de s'intéresser à ce badge. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était demandé par nos étudiants et il a été décroché en premier lieu dans d'autres pays en fait, que la France. Donc c'est un retour d'expérience comme d'autres. Mais ça fait appel à un point de conclusion que j'évoquerai après. Voilà, donc un badge, il peut aussi accompagner un changement profond dans un métier. Voilà. Il peut accompagner un changement profond dans un métier et il valorise la progression en fait à chaque étape. Là, c'est l'exemple. Je prends mon propre exemple pour être RGPD compatible. Je consens à la divulgation de mes données. Donc, j'ai mis sur les slides mes données. Donc, par exemple, pour la filière DRH, le métier DRH, nous avons déployé en fait tout un cursus de formation qui permet à la fonction RH de se transformer de la façon dont elle doit se transformer dans notre domaine, dans notre secteur. Et ce badge donc, peut être obtenu en suivant les différents modules que vous voyez en bas d'écran, qui sont les différents sujets des ressources humaines. Ça va des relations sociales à la gestion des ressources, en passant par le recrutement, le développement du leadership, etc. etc. Voilà. Le badge il est délivré via une plateforme partagée extérieure qui s'appelle Acclaim, d'accord ? Donc je peux rendre visible mon badge. Voilà. Je peux rendre visible mon badge en quelques clics à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai décroché mon badge, la plateforme Acclaim me dit « Vous avez terminé un track de formation, vous avez droit à votre badge ». Je le demande, on me l'envoie de façon numérique et je peux en quelques clics l'importer sur mon profil intranet de l'entreprise et également le poster sur LinkedIn, l'envoyer sur LinkedIn pour en faire état. D'ailleurs, quelque chose d'assez, je pense, signifiant, c'est que donc hashtag le plus important, semble-t-il, m'a trouvé parmi les gens chez IBM. J'imagine que vous êtes intéressé par l'entreprise, mais finalement, on m'a démarché parce que j'avais fait état de mes badges sur LinkedIn. Voilà.
voilà, je ne connaissais personne, voilà, non, je vous connais, mais je ne connaissais personne, et on est arrivé vers moi finalement par ce truchement. Donc c'est assez intéressant de voir que voilà, la démonstration de ces badges m'a rendu visible pour mes aptitudes acquises récemment, et pas pour mon diplôme d'origine, et pour voilà, en tout cas ce qu'on pensait que je pouvais apporter à la discussion, au débat. Évidemment, ce badge, le système de badge est opéré sur un portail mondial interne de formation qui, en ce qui nous concerne, est mis en musique par Watson, par notre intelligence artificielle, et qui permet de me prescrire des contenus de formation en fonction de mon métier, de ce que l'entreprise choisit, que je dois en tout cas suivre et développer comme compétence, ce à quoi moi j'ai envie de m'intéresser. Mon dernier niveau atteint sur un domaine particulier, on peut me proposer d'aller au niveau suivant. Voilà, c'est assez infini et je peux choisir, là je me suis choisi des domaines finalement d'intérêt qui ne sont pas mon propre métier, mais qui sont ceux des entités dont j'ai la charge, des départements dont j'ai la charge, parce que je m'occupe d'un certain nombre de métiers chez IBM, donc j'ai jugé utile en tout cas dans les formations auxquelles je peux avoir accès, de m'intéresser au contenu de mes clients internes. Ensuite, sur un autre domaine, les badges peuvent aussi permettre d'impulser, d'accompagner des transformations transverses à tous les métiers. Donc là, je prends l'exemple des soft skills, donc les compétences, je dirais transverses, mais qui font appel à toutes les capacités cognitives. Donc ça va de la résolution de problèmes, la capacité à résoudre un conflit, la capacité à articuler une logique. J'ai quelques exemples juste après. Voilà. À noter, donc là très concrètement, ce sont les modules qui sont, une partie des modules qui sont disponibles, et vous voyez que c'est avec Skillsoft, qui est donc un partenaire externe, donc on a co-construit et on met à disposition du contenu de formation qui n'est pas que le nôtre, mais qui est aussi fourni par d'autres partenaires de notre écosystème. Voilà, je vais assez vite. Et sur un dernier point qui n'est pas anodin, c'est que le système de badge permet aussi d'impulser des politiques d'entreprise sur des sujets que, en tout cas dans notre domaine, on estime essentiels. Et là, je mentionnerai l'inclusion. Donc IBM déploie tout un programme mondial et depuis des années, est très renforcé depuis déjà plusieurs années sur l'inclusion. Et donc vous pouvez décrocher un badge, vous voyez, il n'y a pas que les badges certification métier qui s'appelle Be Equal Ambassador. Donc c'est un badge dans lequel on va obtenir, en acquérant du savoir théorique, de la mise en œuvre concrète, des feedbacks, c'est-à-dire la personne qui obtient le badge, pour l'obtenir, doit par exemple avoir fait des retours sur des personnes on va dire qu'elle a vu démontrer des capacités d'inclusion, faire des feedbacks positifs, à la fois faire du give back, ce qu'on appelle, donc c'est redonner à sa communauté métier ou d'entité dans ce domaine-là, donc animer des choses. Voilà, il y a des quiz intelligence pour montrer que les connaissances, tout ce qui est à l'intérieur d'un badge revêt des actions de développement et pas uniquement de formation au sens franco-français comme on peut l'avoir entendu jusqu'à encore récemment. C'est des actions de développement multiples, multicanaux et multiples. D'accord, c'est à la fois être avec, faire bénéficier de ses connaissances à d'autres personnes, l'inverse. Voilà, des actions de mise en œuvre, du savoir théorique, des quiz intelligents, etc. Voilà, je crois que j'ai dû passer mes 7 minutes. Donc, merci beaucoup. Merci. Monsieur Petitqueux, s'il vous plaît. Merci. Oui. Oui. J'appuie sur le bouton, voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Philippe Petitqueux, je suis donc délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole, un petit enseignement, au sein donc, du ministère de l'Agriculture, et je travaille en Normandie. Essentiellement, il y a un projet aussi au niveau national d'accompagnement aux usages du numérique. Mon autre casquette, c'est animateur de Badgeon la Normandie, qui est un projet qui a démarré officiellement en avril 2017, que je vais vous présenter.
Je participe également à un projet européen qui s'appelle MIRVA, autour du potentiel des open badges, notamment pour valoriser les reconnaissances informelles. Et également secrétaire général, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'association Reconnaître, Open Recognition Alliance, qui est une association qui a été créée l'année dernière, qui vise à fédérer les projets autour des open badges et de la reconnaissance. Donc je vais m'exprimer plutôt sur le projet Badge en la Normandie, mais sinon tout ce que je dirai seront des éléments qui ont je m'exprimerai au nom du collectif Badge en la Normandie et aussi de l'association européenne. Alors, j'appuie sur le bouton. Donc les différentes casquettes sont représentées par les logos. Si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a un petit QR code où justement je me présente sous forme de badge, qui vous intéresse. Je vais présenter donc le territoire apprenant de Badge en la Normandie. Badge en la Normandie aujourd'hui, c'est qui? C'est l'enseignement agricole public-privé et puis la profession agricole qui sont les membres fondateurs de ce projet. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en 2017 et nous avons rapidement travaillé avec de nombreux partenaires qui nous ont rejoints, dont le CIBC, le DOM qui est un Fab Lab, l'éducation populaire, le réseau Canopé, les APP, l'éducation populaire en général, et récemment l'AFPA. Donc des partenaires vraiment multiples qui se sont retrouvés autour de ce projet qui vise à expérimenter les badges numériques et leur potentiel autour de 4 axes qu'on a définis ensemble, autour de la personne, encrochage, estime de soi et capacité d'agir, autour de l'emploi, employabilité, insertion professionnelle, autour du territoire, dans l'idée d'identifier des compétences émergentes, et puis autour du numérique, la question de l'inclusion numérique, de pouvoir utiliser ces outils pour sa formation tout au long de la vie. Donc un projet structuré. Donc, nos buts communs, c'est la reconnaissance des apprentissages formels et informels. De mettre sur un pied d'égalité les apprentissages formels et informels et de travailler sur ce continuum formel-informel, de ne pas les séparer. L'autre but, c'est de soutenir grâce à ces outils la formation tout au long de la vie et donner la capacité d'agir aux apprenants que nous sommes tous avec ces outils. Aux apprenants et aux communautés, c'est important. Nous avons, je ne vais pas toutes les citer, mais défini un ensemble d'actions qui structurent notre projet. Donc de développer une culture, c'est-à-dire nous acculturer tous sur notre territoire, sur l'open badge, donc ça passe par des actions de formation entre nous, des temps d'échange, une méthodologie, une conception partagée open badge, une documentation, la réflexion partagée autour de nouveaux services pour les open badge. On en a peu parlé, mais aujourd'hui l'essentiel des usages consiste à afficher ce open badge sur les réseaux sociaux ou sur les CV numériques. Je me dépêche que j'ai plus 7 minutes. Et pour illustrer nos propos et être en accord avec nous-mêmes, nous utilisons des badges au sein du réseau. Pour rejoindre notre réseau Badge en la Normandie, il suffit de faire une demande du badge acteur. On accède à ce badge par l'intermédiaire d'un formulaire de demande qui est ensuite validé collectivement. Et de fait, on devient acteur du réseau. On a aussi utilisé les badges de soutien qu'on peut obtenir sur simple demande, qui nous permet de rendre visibles les personnes qui soutiennent, l'organisation qui soutiennent notre projet. Dès décembre 2017, certains de nos partenaires sur la Normandie se sont engagés dans un projet FEDER autour de la réflexion du développement de services utiles pour l'orientation et la formation. Dans l'idée de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de réfléchir à d'autres usages que simplement l'affichage. Les badges ne sont pas que pour les personnes, ce sont aussi pour les organisations. Et là, on a un projet qui nous a été particulièrement contribué à l'initiative du Conseil régional de Normandie, avec la volonté de créer un label numérique pour les CFA,
Et nous avons proposé de le réfléchir plutôt sous forme de badge qui permettent d'illustrer la progression que peuvent faire les CFA dans leur transition numérique. La force de ce projet, c'est que les badges ont été co-créés par les CFA eux-mêmes, ainsi que leurs critères de validation, et c'est une validation par les pairs. Donc ça a vraiment été un premier exemple très intéressant de ce que les badges permettent de mettre en œuvre au niveau ici d'une communauté, d'une communauté de pratique, et d'organisations qui ont décidé de se reconnaître entre elles, de se valider entre elles et d'avancer ensemble, tout en étant concurrentes, pour certaines. Donc vous pourrez en savoir plus sur le site de la région Normandie, label CFA numérique, ça continue. Nous avons des projets, des partenaires très impliqués, notamment le Dôme. Le Dôme, c'est un Fab Lab, un Living Lab, ça fait partie de ces tiers-lieux qui ont tout de suite vu dans les Open Badges un potentiel énorme, justement, permettre de valoriser tout ce que leur public apprenne dans ces tiers-lieux. Et donc, ils ont été très moteurs en Normandie, et d'ailleurs sont très moteurs au niveau national désormais, et ont été les premiers à vraiment structurer leur démarche Open Badge. Donc je vous inviterai à regarder ce que fait le Dôme à Caen sur ce sujet, et le CIBC, Centre de bilan de compétences Normandie, qui a aussi vu les badges comme étant un excellent moyen d'accompagner leur public à l'identification de leurs compétences. Badgeois Normandie s'inscrit au sein de l'association Reconnaître, donc un mouvement plus large qui s'appelle la Open Recognition Alliance, qui vise à promouvoir la reconnaissance, la valorisation des personnes et de tous leurs apprentissages. Il y aura une conférence à EPIC, si ça vous intéresse. Je fais la publicité à Lille entre le 16 et le 18 octobre. Comment sommes-nous organisés au niveau de la région Normandie? Donc, sur Badgeois Normandie, on a travaillé sur des thématiques transverses, sur la mobilité, coopération internationale, orientation, insertion. On va jusqu'à OpenGPEC, c'est un dossier qui est en cours, qui vise à réfléchir comment utiliser les badges au sein d'une organisation pour repenser différemment la reconnaissance des talents au sein de structures, qu'elles soient privées ou publiques. Un peu à l'image de ce qu'a fait IBM, justement. La prochaine étape pour nous, au Badgeois Normandie, c'est comment s'inscrire et travailler avec la région sur le programme régional d'investissement en compétences. Donc nous sommes en dialogue avec la région qui a décidé récemment de venir observer nos projets, qui sont plusieurs projets locaux sur le territoire, qui utilisent les Open Badges. Voilà, j'ai terminé pour Badgeois Normandie. Après, c'est plutôt des slides autour de ce que sont les badges. Merci. Merci, monsieur. Madame Martin, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà vous remercier pour l'invitation à intervenir lors de cette journée qui, au-delà de l'approche du numérique, se consacre également à des éléments un peu plus concrets d'accompagnement des personnes dans leur parcours. Et du coup, dans le défi des 7 minutes que l'on va relever, vous présenter les projets qui sont portés par le réseau des APP. Ce premier slide, juste pour vous rappeler d'où je vous parle. Donc, je dirige l'association de promotion du label APP, sachant que le réseau est très diversifié. Ce sont en fait des organismes qui partagent une démarche pédagogique. Donc de fait, on est dans un paysage beaucoup plus large qu'une fédération. On a des organismes de formation qui viennent de divers horizons, des organismes de formation, des CFA, des mairies, des GRETA, des associations, des SCOP, etc. Ces organismes, donc actuellement, on a 121 organismes labellisés APP, ça représente 200 points d'accueil à travers la France. Et finalement, qu'est-ce qu'ils partagent? C'est une démarche pédagogique qui permet à chacun, dans tout parcours de formation relativement classique, de profiter de cet acte de formation pour identifier, valider et valoriser les acquis d'apprentissage, les compétences et les aptitudes qu'on mobilise dans toute situation.
Et l'objectif étant d'accompagner les personnes dans leur autonomie d'apprentissage et leur donner les moyens de se projeter de façon beaucoup plus autonome sur leur parcours de vie comme professionnel. Donc ça, c'est la démarche APP au sens large, qui existe depuis 30 ans, porte depuis toujours ce projet. Et pour autant, cette approche pédagogique, certes reconnue, n'était pas associée à des outils de mise en visibilité de ces compétences acquises et de ces expertises mobilisées. Donc l'objectif, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur la possibilité de mobiliser cette nouvelle technologie que représentent les badges, ça a bien été de rendre visible l'invisible. C'est un beau projet. Pour concrétiser en fait cet aspect-là, on a essayé de le résumer ainsi. C'est déjà de changer de regard. Là, on se rend compte que par rapport à une action de formation, il est important de la resituer non seulement dans un parcours, mais dans tout ce qu'elle va solliciter comme aptitude, comme acquis d'apprentissage et comme compétence pour être menée à bien. On a bien sûr un changement de posture que permettent les badges, je vais y revenir. L'apprenant, dans la démarche APP, est de toute façon au centre. Il est accompagné pour acquérir différentes compétences. Le formateur a déjà une posture de médiateur, de facilitateur, pour que la personne s'approprie vraiment son parcours, apprenne à apprendre. Et de fait, avec les badges, on peut officialiser et structurer davantage ce changement de posture. Non seulement pour les apprenants, mais également, vous l'entendez bien, pour les formateurs. On n'est pas dans une approche disciplinaire, on est dans le fait de solliciter et de mobiliser différentes situations pour appliquer les compétences, développer les compétences et surtout leur donner du sens. Notamment pour les publics les plus fragiles, il est important de permettre à chacun de se rendre compte qu'il est compétent, que de fait, toute personne a d'ores et déjà des compétences, et les badges permettent justement de les identifier, et d'apprendre aux personnes à lire toutes ces étapes de formation et toutes ces situations par le biais de ce qu'elles mobilisent comme compétences. Donc on a du coup eu la nécessité de changer également de paradigme, et lorsqu'on a voulu mettre toute cette expertise en visibilité, toute cette capacité de développement des compétences, notamment transversales, je vais y revenir, eh bien, les badges numériques sont venus assez naturellement dans le paysage du champ de ce qui pouvait être mobilisé. Et au fur et à mesure que l'on y a réfléchi, on s'est rendu compte que ça correspondait aussi bien aux besoins des personnes qu'aux besoins des formateurs eux-mêmes. Lorsqu'on suit une action de formation, c'est vrai qu'il est quand même très dommage de ne valider que l'objectif premier et identifié de l'action de formation que l'on suit. Lorsqu'on fait une formation en mathématiques, on va communiquer, on va travailler en équipe, on va aller sur le numérique, on va exercer son sens critique, son raisonnement, et pour autant tout cela restait relativement invisible pour les acteurs extérieurs au parcours. Et les badges permettent justement de mettre tout cela en visibilité. Donc du coup, si on reprend le parcours d'une personne lorsqu'elle est en formation, et si on veut transformer cette action de formation en opportunité d'identification des compétences mobilisées, on va se passer tout d'abord par l'action dans laquelle la personne va se trouver, l'action de formation, la mise en situation. Et de fait, on va se rendre compte que la personne, via cette action, va mobiliser des compétences. Et on va lui donner l'opportunité, et on va l'accompagner pour être en capacité d'identifier les différentes compétences, les différents acquis d'apprentissage et les différentes attitudes mobilisées. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va retomber sur les fondamentaux des besoins en formation, que sont les compétences clés, mais également les compétences transversales, que vous avez déjà évoquées. Or, la difficulté qu'on rencontre très pragmatiquement dans cette approche, c'est bien de prendre le temps d'observer ce que j'ai pu acquérir comme compétence ou mobiliser comme compétence. Donc, dans la méthode que l'on a associée au badge, on a formalisé ce temps de distanciation, ce temps de réflexivité en se disant finalement, lorsque j'agis, quelles sont les compétences que j'ai mobilisées, quelles sont les compétences qui m'ont peut-être manqué, et comment je vais mettre en face de ces compétences, non pas une épreuve pour les valider ou non de façon binaire, mais bien des preuves du fait que je les ai mobilisées, ce que les badges permettent. Et c'est sur l'étape de formalisation que l'on va retrouver les badges. Comme vous l'avez très bien dit, en fait, les badges, c'est une image que l'on va ouvrir et dans laquelle on va justement pouvoir inscrire les différentes preuves qui permettent de montrer que j'ai sollicité cette compétence.
Et là encore, dans la démarche APP, ce qui est important pour nous, c'est que ce soit bien l'apprenant qui le fasse, qu'il apprenne justement à prendre du recul par rapport à ses expériences, à les formaliser en termes de compétences, et du coup, à reprendre confiance en lui, à savoir présenter son parcours de formation à ses différents partenaires, à son conseiller Pôle emploi, aux entreprises qu'il va rencontrer. Et cela va concrétiser son parcours. Donc, l'objectif, c'est vraiment, et là on est au cœur également de ce que porte la réforme, d'outiller les personnes dans leur autonomie d'apprentissage et dans leur capacité à se projeter vis-à-vis des compétences acquises dans une situation, au-delà de la seule situation concernée. Donc très concrètement, j'ai donné le défi de résumer en une seule image, mais je vais développer. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dans le réseau des APP? Ce qu'on a voulu, c'est identifier les compétences transversales mobilisées. Certes, on mobilise à chaque fois des compétences transversales. La difficulté pour les personnes, c'est d'acquérir ce fil rouge qui est l'ADN de la démarche APP, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Or, apprendre à apprendre, c'est un terme générique qui regroupe en fait toute la capacité qu'une personne peut avoir à mobiliser les compétences transversales au-delà du seul contexte dans lequel elle a pu les acquérir et qu'elle puisse raisonner en mode projet grâce à ses compétences acquises. Donc finalement, là on a bien la personne qui nourrit elle-même ses badges, qui le nourrit via des preuves. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement des badges, qui a été très très bien présenté, et qui ensuite, une fois qu'elle aura nourri ses badges, elle ira voir son formateur référent. Donc c'est aussi une opportunité de dialogue, une opportunité d'échange, de façon à voir si les preuves inscrites dans le badge vont suffire ou non à valider la compétence associée. Donc concernant les badges en APP, là on a résumé les deux grandes familles de badges qui sont portées par la plateforme Apprenant Agile. On a à la fois des badges qui vont valider l'acquisition de cette autonomie d'apprentissage et un badge plus spécifique sur apprendre à apprendre. Sur les badges concernant justement les compétences transversales, on va passer par l'ensemble des situations d'apprentissage que la personne va rencontrer, non seulement en APP, mais également dans son parcours de vie. Et on va avoir trois, alors j'aime pas le terme niveau, j'en ai pas trouvé d'autres, vous m'en excuserez, on a identifié trois niveaux de badge. On a le premier badge, qui va permettre à la personne d'acter le fait qu'elle va se lancer dans une démarche d'identification de ses compétences. On a donc, du coup, c'est le badge qu'on appelle un peu explorateur, qui va en fait formaliser la motivation de la personne à partir sur cette logique de parcours. On a un deuxième niveau qu'on a appelé bâtisseur, qui va vraiment acter du fait que la personne a intégré les méthodologies d'identification des compétences mobilisées, qu'elle a identifié les compétences transversales et qu'elle est en capacité de prendre du recul vis-à-vis de son parcours. Et lorsqu'elle acquiert le niveau d'architecte vis-à-vis de ses compétences transversales, ce badge va acter de sa capacité à s'organiser en mode projet et à remobiliser ses compétences transversales dans un tout autre contexte. Et c'est bien finalement ce qui est attendu de l'ensemble des acteurs, non seulement de la personne, mais également de ses interlocuteurs. Lorsqu'on voit que les compétences strictement professionnelles sont de plus en plus volatiles, on voit bien que ce soit les acteurs économiques, que ce soit la société civile ou que ce soit pour la personne, ce sont bien les compétences transversales qui vont lui permettre d'être autonome et qui vont consolider sa capacité à se projeter dans son parcours. Donc ça c'est vraiment pour nous un élément important. Pour ce qui est des badges apprendre, on est bien là dans l'outillage de la personne en termes de méthodologie. Quelle est la boîte à outils qui va le mieux me correspondre pour apprendre, pour me projeter sur mon avenir, pour identifier les compétences mobilisées. Comme vous le voyez, on est à ce stade de notre expérimentation qui est maintenant en période d'essaimage. On s'est énormément basé sur l'observation de ce qui se passait dans le réseau des APP. On a été pendant presque 3 ans maintenant en observation, en modélisation, et tout ce projet doit à la fois sembler extrêmement simple et, j'allais dire, intuitif pour les apprenants accompagnés, mais pour autant, derrière, nécessite une expertise très spécifique des équipes pédagogiques engagées dans la démarche. J'y reviendrai. Actuellement, très concrètement, pour aboutir à cet essaimage de cette possibilité
possibilité de badger ses compétences en APP, il a fallu que l'ensemble du réseau des APP se mobilise et que les formateurs du réseau soient accompagnés dans leur appropriation de la plateforme de badge. Parce que là, on parle des badges, il faut vraiment avoir conscience qu'au-delà de la facilité qu'ils semblent retranscrire, il y a toute une construction derrière, il y a tout un accompagnement derrière des professionnels, qui eux-mêmes d'ailleurs ont accès à un badge en tant que valorisateur des compétences une fois cette formation suivie. Et on est bien dans une formation action. Là aussi, on est dans le fait que les formateurs eux-mêmes vont s'approprier cette démarche pour pouvoir la proposer ensuite aux différents apprenants. Donc, si on doit résumer actuellement cette démarche au sein du réseau des APP, on a actuellement 149 professionnels formés dans 79 APP et dans 9 régions, ce qui représente d'ores et déjà 65% du réseau. Pour lancer cette démarche, on a été accompagné, on a été cofinancé par le FSE, évidemment sur cet aspect-là. On se lance désormais dans une nouvelle expérimentation, et là ça rebondira avec une thématique abordée avec M. Lucas, qui est bien maintenant sur cette certification des compétences transversales. Nous sommes désormais porteurs d'une certification apprenant agile qui est inscrite au répertoire, mais qui maintenant doit être portée en tant qu'expérimentation sur l'étape suivante pour pouvoir justement comment les proposer aux apprenants, comment lui donner toute sa légitimité et lui donner de la visibilité. Car on a bien compris également que la difficulté des badges, c'était qu'ils ne soient pas lisibles que d'un réseau, mais de leur permettre justement cette ouverture aux autres fonctionnements. Un autre aspect important, c'est qu'en fait, grâce au badge, on n'accompagne pas seulement des apprenants, mais on a permis aux formateurs experts du réseau APP de formaliser également leur expertise et de dynamiser leur appropriation de cette démarche pédagogique d'accompagnement vers l'autonomie. Tous le faisaient, mais tous n'en avaient pas forcément eux-mêmes conscience. Donc cette formalisation des acquis et des compétences s'applique également aux équipes pédagogiques. Donc j'ai essayé d'être rapide sur ce sujet-là. Donc après, on est à votre disposition pour la question. Merci. On va laisser la parole à Bruno Lucas. Bonjour à tous, merci pour l'invitation s'agissant de partager et d'échanger sur un mouvement qui paraît à tous égards prometteur. Peut-être pour vous donner, partager et ouvrir la conversation sur la perspective qui peut être celle du ministère du Travail sur cette tendance, je pense qu'il est important de revenir sur les questions que nous avons à traiter collectivement. Je pense qu'elles ont été indiquées tout à l'heure et par les ministres et par les parlementaires, et c'est vraiment en partant des questions qu'on a à résoudre, tous ensemble, toutes les parties prenantes, qu'on peut, je pense, explorer toutes les possibilités du mouvement dont nous parlons aujourd'hui. Je pense que le premier élément à repartager, je pense qu'il est très important, et il est très lié à la période que nous traversons, c'est ce paradoxe, cette tension qui est difficile à comprendre entre la persistance d'un chômage massif, notamment pour les chômeurs de longue durée, et des besoins de recrutement qui sont extrêmement forts dans les entreprises et qui sont parfois sur le chemin critique de leur développement économique. Je pense que c'est vraiment une caractéristique de la période, c'est une caractéristique qui est très aiguë depuis, je dirais, 3 ans et qui, je crois, aujourd'hui conduit à une réflexion très forte dans les entreprises, du côté des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions pour sortir de cette tension, dont je voudrais dire que c'est une tension positive, parce que dans le fond, on est dans une période où toute une série de questions qui sont posées à notre société depuis de nombreuses années peuvent peut-être trouver des solutions dans une logique où tout le monde peut y gagner, où dans le fond, on peut revisiter la séparation entre des questions qui peuvent paraître des questions purement d'exclusion, des questions sociales, et de l'autre côté des questions économiques, en se disant que revisiter le regard qu'on a sur l'ensemble des actifs et notamment de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, c'est aussi les regarder, et Laurence Martin l'a bien dit tout à l'heure, comme des ressources potentielles pour l'entreprise. C'est d'avoir une vision des choses qui ne soit pas uniquement dans le vocabulaire de l'insertion, mais qui soit aussi dans le vocabulaire de l'inclusion qui a été employé tout à l'heure. Et regarder finalement chacune des personnes comme un potentiel pour notre pays, pour notre collectivité, pour notre entreprise, et pas simplement comme quelqu'un qui doit être sorti de la difficulté.
Du coup, l'ensemble des actions qui sont portées aujourd'hui par les politiques publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, elles sont bien dans cette logique de mettre le travail, l'expérience du travail, l'accompagnement, il y a la formation, il y a le travail, l'expérience du travail, comme un élément clé du retour à l'activité des personnes et comme un élément clé aussi de solution pour les difficultés que rencontrent les entreprises en matière de développement. C'est le cas de ce qui est fait en matière de formation professionnelle, ça a été évoqué tout à l'heure. Vous évoquerez tout à l'heure le compte personnel de formation, qui est un outil qui, dans le fond, vise à donner à chacun, à responsabiliser et à donner à chacun la possibilité de piloter son parcours de sécurisation professionnelle. C'est le cas aussi, ça a été évoqué également, dans la responsabilisation qui est faite, qui est donnée aux branches professionnelles dans la gestion, dans le pilotage, dans l'animation, dans le développement de l'apprentissage, cette dimension de la formation initiale en alternance qui met aussi dans le fond un accent particulier sur l'expérience du travail comme un élément de parcours et de développement. Et c'est le cas enfin du plan d'investissement dans les compétences, cet effort massif, je rappelle 13,8 milliards d'euros qui sont investis pour à la fois accompagner les personnes les moins qualifiées et dans une logique de certification et aussi pour travailler sur les logiques de métiers en tension. Donc une première tension positive qui, je pense, est la toile de fond dans laquelle il faut inscrire la réflexion sur les badges. Une deuxième tension qui peut se présenter, qui est assez naturelle, dans le fond, on voit un développement créatif, multiforme, territorial ou national, qui peut être à l'échelle d'une grande entreprise comme IBM, ou qui peut se passer dans un bassin d'emploi, ou qui peut être porté par des réseaux. Finalement, un foisonnement qui se situe à côté d'un autre dispositif, qui est un dispositif qui est finalement le produit d'un investissement collectif dans la durée, qui est celui de notre système de certification, porté par les ministères certificateurs et par les partenaires sociaux, et qui est aussi quelque chose dont il faut mesurer la valeur, dans la mesure où c'est finalement le langage partagé qui a été construit dans la durée, et qui est donc aussi un atout collectif. Donc on pourrait se dire que c'est une contradiction. Et donc les open badges, ça vient finalement grignoter un système qui lui-même, je voudrais le dire, est en voie d'évolution avec la loi pour la liberté de choisir son évolution professionnelle, son avenir professionnel et son évolution professionnelle, puisqu'il redonne un poids plus grand aux partenaires sociaux, donc aux représentants des entreprises, salariés, employeurs, dans les futures commissions paritaires de certification, pour travailler sur les certifications, les modulariser, travailler sur des passerelles. Donc on pourrait dire qu'il y a une contradiction. Nous, pour le ministère du Travail, nous considérons que c'est aussi une tension positive, et nous considérons que dans le fond, cette politique publique ou cette politique nationale en matière de certification, elle peut peut-être voir à travers le mouvement des open badges des germes, des ferments pour des évolutions futures qui pourront être intégrées demain dans le politique publique, qui commence à l'être. Je pense que ça a été présenté très bien par Laurence Martin, comme finalement des éléments de R&D sur la manière dont on peut revisiter notre système national de certification, de diplômes et de titres, notamment professionnels. Alors, comment est-ce que nous essayons, nous, au ministère du Travail, de finalement contribuer à cette réflexion collective sur la manière finalement de préparer les étapes futures des dispositifs de certification, de ce langage finalement de la compétence qui doit être partagé par tous? Eh bien, j'ai évoqué le plan d'investissement en compétences. C'est évidemment d'abord un effort massif pour finalement prendre à la racine ce sujet de la compétence, de l'absence de qualification, notamment s'agissant des demandeurs d'emploi et des personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est aussi un effort de réflexion, d'invitation à l'innovation, d'invitation à l'expérimentation, qui est porté par un certain nombre d'appels à projets, donc qui sont à côté des grands pactes qui sont conclus avec les conseils régionaux dans le cadre du plan d'investissement en compétences, et notamment l'appel à projet 100% inclusion, donc, qui est un appel à projet qui vise finalement à ouvrir la réflexion sur la manière dont on peut construire de nouveaux parcours d'accompagnement. Je pense qu'on a eu un témoignage intéressant de cette réflexion, de ce type de réflexion juste à l'instant, pour finalement essayer de capter, de cristalliser, de capitaliser de nouvelles manières de faire. Et un des éléments évidemment de ces parcours d'accompagnement nouveaux, expérimentaux, où on se donne le droit, la possibilité d'expérimenter, c'est évidemment la réflexion sur la manière dont on certifie les compétences, on partage cette certification. Et ce qu'on constate, c'est que nous avons aujourd'hui deux vagues de cet appel à projet qui ont été lancées, une vague
une première vague de 6 lauréats et une deuxième vague de 14 lauréats qui est en cours de conventionnement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a presque la moitié des lauréats qui mettent la question des badges, de cette manière de reconnaître les compétences, comme un élément clé de leur réflexion sur ces nouveaux modes d'accompagnement. Et donc nous, la posture du coup de la DGEP, du ministère du Travail, c'est d'être très à l'écoute, dans un moment, plutôt un moment de réflexion de ce que vont être les enseignements et les questions qui surgiront de ces expérimentations pour justement voir comment demain, ce qui est aujourd'hui multiforme, qui est dans la phase d'initiative, peut éventuellement, sans être enrégimenté, sans être régulé, il faut évidemment continuer à laisser la part maximale à la créativité et à l'innovation, mais qu'on puisse peut-être en tirer, c'est un des thèmes, je pense, de la journée, des éléments d'industrialisation, en tout cas d'intégration dans des systèmes plus généraux. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les questions qu'on commence à observer, en tout cas les questions qui sont posées par les porteurs de projets, elles tournent autour de deux grandes questions. La première, c'est comment, dans le fond, enrichir, élargir, et c'est vraiment, je crois, très présent dans les interventions de cette table ronde, le langage des compétences dans la relation d'emploi, tant du côté des actifs, des personnes, qu'elles-mêmes enrichir la vision de ce que c'est une compétence pour une personne, c'est aussi lui faire découvrir son potentiel, ce en quoi elle peut contribuer, et peut-être l'engager dans une démarche compétence tout au long de sa vie, qui soit un peu plus facile, s'agissant de personnes qui souvent vivent leur formation initiale comme un moment d'échec, et qui ont donc peut-être parfois du recul vis-à-vis de l'acquisition de compétences. Donc il y a dans la relation d'emploi, il y a du côté des actifs ce premier élément qui est très intéressant, et puis du côté des employeurs et aussi des intermédiaires du marché, du service public de l'emploi notamment, c'est aussi d'avoir une vision plus large, plus fine de l'ensemble des compétences qui sont au cœur de la relation entre les employeurs et les actifs, pour justement mieux travailler à nourrir cette relation d'emploi et à travailler sur les problématiques de recrutement. Il y a un deuxième élément qui est très présent dans la réflexion des porteurs de projets, c'est que dans le fond, avec les badges, on redistribue de manière un peu large et sans frein la capacité à reconnaître, la question de la reconnaissance, les compétences et finalement au plus près, dans des écosystèmes qui sont assez variés, mais au plus près des situations des personnes et des employeurs. Ça peut être le cas à l'échelle d'une grande entreprise, ce que vous indiquiez tout à l'heure, mais ça peut être aussi beaucoup plus local, beaucoup plus localisé. Ça peut être le cas à l'échelle d'une région, comme la Normandie. Et donc on voit bien qu'il y a une réflexion qui s'ouvre sur qu'est-ce que c'est que la reconnaissance, quel est le bon cadre pour cette reconnaissance, quel est le lieu pertinent de l'échange sur ces sujets. Et ce qu'on constate aussi, c'est que travailler sur la compétence et pouvoir, à l'intérieur du badge, porter un certain nombre d'informations riches sur et la personne, et la compétence, et la manière dont elle a acquis les compétences, et la manière dont ça a été reconnu, c'est aussi travailler sur l'ingénierie de formation, sur la nature des parcours, et avoir une vision peut-être plus fine, et donc qui ensuite ouvre des questions opérationnelles intéressantes pour l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les parcours de formation, sur la manière dont on peut acquérir la compétence. Donc tout ça pour vous dire que pour nous, à ce stade, les open badges, c'est un élément qui nous paraît vraiment résonner avec un certain nombre de préoccupations qui sont celles des grandes politiques qui sont portées aujourd'hui pour travailler sur ce fil rouge de la compétence, et que nous sommes dans une attention très active à ce que nous pouvons en tirer demain, et en étant tout très ouverts. Je pense qu'il ne faut pas trop vite passer à des logiques de renormer, de dire il faut absolument que... Il faut se donner le temps de la réflexion, de l'ouverture, pour justement pouvoir être à ce niveau de finesse que nous propose finalement cette démarche qui est portée aujourd'hui, et pour pouvoir en tirer ensuite évidemment des conséquences concrètes, opérationnelles, sur le terrain, au niveau des bassins d'emploi, pour cette bataille collective que nous conduisons pour la compétence. Merci infiniment. Merci pour ces contributions passionnantes et très enrichissantes. Donc on va commencer quelques questions qu'on a posées. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être Caroline Ragon, de savoir en quoi les badges numériques peuvent être mis
en place au sein de l'entreprise, notamment pour les moins qualifiés. Et ce qui serait intéressant aussi, je pense, si vous pouvez, c'est revenir sur l'accompagnement, comment c'est perçu, et vraiment sur les impacts que ça a sur l'évolution, par exemple, de carrière au sein de l'entreprise, et peut-être aussi sur l'impact sur les transformations digitales pour mieux les accompagner, notamment au niveau de ce que ça peut apporter sur les changements au niveau de l'emploi. Donc déjà, je pense qu'en guise de préambule pour notre industrie, notre domaine, donc l'IT, l'informatique, on estime, en tout cas dans notre secteur, qu'au cours des 3 prochaines années, il y aura besoin de reformer, en tout cas de former 120 millions de travailleurs dans les 10 premières économies mondiales, qui auront besoin d'acquérir des nouvelles compétences en lien avec l'intelligence artificielle ou l'automatisation intelligente. Donc, oui, donc 120 millions dans les 3 prochaines années, c'est un programme de formation d'envergure. Voilà, donc c'est pour ça notamment que IBM, lors du sommet Tech for Good le 15 mai 2019, a annoncé la création d'une plateforme qui s'appelle SkillsBuild, qui typiquement va proposer des contenus de formation numérique, donc fournis par IBM, mais avec des partenaires sélectionnés aussi pour leur expertise pédagogique et leur technologie innovante. Donc à destination des demandeurs d'emploi et des publics, en tout cas du secteur de l'inclusion au sens large. Et donc on a démarré le premier projet pilote en France avec la Fondation Apprentis d'Auteuil, Aurore, Emmaüs France et la Fondation Agir, donc Agir contre l'exclusion, ainsi que l'Institut de l'engagement. Donc la France est le premier pays dans le monde sur ce programme IBM à déployer, donc à lancer cette initiative SkillsBuild. Voilà, il faut la mettre effectivement en parallèle de ces 120 millions besoins de reformer des travailleurs dans les 3 prochaines années dans notre secteur. Donc effectivement, chez IBM, on valorise les badges, c'est pour nous une reconnaissance commune et partagée, enfin pour les salariés, c'est une reconnaissance commune et partagée de leurs valeurs. Alors, côté entreprise, on a parlé de valeurs, côté salarié, peut-être d'employabilité, c'est un peu la même chose, vu exprimé sous 2 axes différents, mais c'est bien ça dont il s'agit. Et les facteurs de réussite, effectivement, c'est qu'il faut qu'ils soient pertinents pour la personne individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la logique du design thinking, c'est partir de l'utilisateur final. Donc, plus on sera individuel, plus on prendra en compte les besoins de la personne qui va obtenir le badge et ce qui signifiera pour elle à l'extérieur de son profil, de sa capacité à, de son envie de, plus ce sera pertinent, plus tout système de badge sera pertinent. Donc pour les travailleurs effectivement peu qualifiés, j'ai parlé de cette initiative. Les prérequis pour les accompagner au mieux. Alors il y a des prérequis déjà liés à la fracture numérique, je pense que c'est une évidence et il y a encore du chemin à faire dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut développer comme plateforme il faut une plateforme qui soit ultra ergonomique, qui soit la plus simple possible. Tout ça, c'est un travail en cours. Je pense que les applications, tout ce qui ne cesse de s'améliorer. Et c'est un chemin qui ne sera jamais terminé. Donc, ça, je pense que c'est un critère nécessaire. Et ensuite, maîtriser les badges. Alors, maîtriser, je ne sais pas... Peut-être pas passer à la maîtrise, je pense à votre échelle de... J'aime beaucoup l'échelle explorateur, bâtisseur, architecte. Effectivement, on ne va pas commencer par maîtriser, c'est déjà faire comprendre que les études, excusez-moi, ne servent qu'à apprendre à apprendre, et qu'en fait, on commence à apprendre une fois qu'on est dans le monde du travail, et on va devoir réapprendre régulièrement et fondamentalement tous les 3 à 5 ans pour rester de toute façon employable et pour pouvoir continuer à travailler sur toute la durée de sa carrière. Donc il y a vraiment un travail de fond culturel, et on le mène chez nous aussi, c'est pas parce qu'on a un système mondial et que tout le monde est dans cet élan non plus. Voilà, donc nous avons une injonction mondiale de nous former à minima 40 heures par an. Donc ça c'est le socle de base que tout IBMer doit accomplir, 40 heures par an. On peut évidemment le dépasser. Voilà. Mais ça demande effectivement une appropriation et un changement culturel de fond sur le fait que finalement l'apprentissage ne sera jamais terminé. Voilà. Donc je pense que... Merci, j'ai répondu à vos questions. J'ai une question à la cantonade.
actuellement au déploiement des badges pour les acteurs publics et pour les acteurs privés, parce qu'on voit bien tous les avantages des badges pour les citoyens, pour les employeurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas commencé à réfléchir à ce sujet en interne, au sein des entreprises, au sein des associations, au sein des acteurs publics? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des obstacles là. D'ailleurs, le foisonnement d'initiatives que vous mettez en valeur aujourd'hui le montre. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les badges, je pense que c'est des possibilités importantes qui sont ouvertes par le numérique, mais qui rejoignent d'autres tendances, à une vision qui repose plus sur une vision plus granulaire de la compétence, qui finalement est en cours depuis un moment. Et quand on invite les certificateurs à découper en bloc leur titre et diplôme, on est aussi dans cet esprit finalement de s'approcher au plus près de... Donc, je pense que la question c'est moins les obstacles que la manière dont ça devient une norme collective et à quelle échelle. C'est un peu la question qu'on se posait tout à l'heure. Ça peut être valable à l'échelle d'une entreprise, ça peut être valable à l'échelle d'un bassin d'emploi, d'un territoire, ça peut être valable à l'échelle nationale. Et je pense que cette question de la reconnaissance et que ce soit finalement une monnaie, entre guillemets, qui soit valable à une certaine échelle, c'est ça, non pas l'obstacle, mais c'est la question à résoudre. Ça ne veut pas dire que l'usage des badges, on considérera que le succès est atteint que quand on est à une échelle nationale. Peut-être qu'il y a des usages qui sont pertinents à des échelles plus restreintes. Et moi, je pense que du coup, la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est moins de se dire il faudrait lever tel obstacle législatif ou réglementaire, que de se dire comment est-ce qu'on poursuit la conversation que vous initiez aujourd'hui pour avoir une approche la plus fine, la plus partagée possible de ce que peuvent apporter ces démarches. Et je pense que c'est en étant au plus près des expériences qu'on va se rendre compte de tout ce qu'elles peuvent apporter, qu'on va se rendre compte... Moi, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, on parle de l'obligation de se former, qui est évidemment une nécessité pour les raisons qui étaient rappelées. Mais je pense que quand vous avez des personnes qui acquièrent, et je pense que ça peut être très vrai pour les personnes qui passent par les APP, mais c'est vrai pour les personnes qui acquièrent un CQP dans une entreprise ou qui acquièrent le CLEA, une espèce de... C'est comme si le monde s'ouvrait quand vous assistez à un jeu, comme si tout d'un coup tout devenait possible, quelque chose qui fait peur devient une possibilité donc je pense que observer de près les initiatives que vous conduisez, celles qui peuvent être portées dans le cadre d'expérimentation que j'évoquais tout à l'heure, toutes celles qui sont portées aujourd'hui, c'est aussi trouver cette énergie qui fera ensuite que les choses se feront. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas forcément se poser en effet la question de la maîtrise tout de suite ou des obstacles, mais se demander comment on cristallise toute la valeur des expériences qui sont conduites. Merci. Juste un élément, quand je disais obstacles, je pensais aussi potentiellement des obstacles techniques. Je me demandais si, par exemple, au sein des entreprises, il pouvait y avoir une limite technique des systèmes d'information, par exemple, pour implémenter ce genre de système d'usage. Oui, alors c'est sûr que c'est un peu une mise en abîme finalement, parce que le portail c'est un peu une mise en abîme parce que la formation au numérique se fait par le numérique. Donc voilà. Et effectivement, le portail mondial dont nous bénéficions chez IBM, ça implique du big data, ça implique de la sécurité, ça implique de la RGPD, ça implique tout un tas de choses, finalement toute la technologie qu'on vend à nos clients aussi. Donc l'intelligence artificielle, puisque Watson est en tout cas est mis à disposition et le moteur de ce portail de formation interne qui fait donc du prescriptif, etc. Donc effectivement, il y a des investissements technologiques qui sont assez colossaux. Ensuite, il y a la nécessité de produire du contenu. Et donc là, je pense que c'est la notion fondamentale du monde d'aujourd'hui de co-construction. Plus personne ne fera quelque chose tout seul. Et on a beau être IBM, tous les contenus qui sont sur notre portail de formation interne ne sont pas produits par nous. On importe, on travaille avec d'autres acteurs, comme Skillsoft, sur la partie des soft skills. Donc je pense que co-construction et puis un investissement, effectivement, une plateforme, donc une infrastructure, du traitement de la donnée, de la sécurité, de la RGPD,
tout ça voilà, pour faire effectivement tourner. Donc nous, comme c'est notre métier, effectivement, c'est probablement que ça a facilité énormément le déploiement de ce dont on bénéficie aujourd'hui. Merci beaucoup. Selon vous, donc c'est une question qui s'adresse donc à chacun d'entre vous, quelles sont selon vous les initiatives à prendre pour, alors notamment pour les pouvoirs publics ou pour les entreprises, pour favoriser le déploiement des badges et pour coordonner au mieux toutes ces actions publiques et privées liées à la promotion des badges en fait? Je pense que sans me répéter, je pense que, je le redis, il y a un premier élément, c'est et ce que vous faites aujourd'hui, et ce colloque est très important de ce point de vue, c'est de cristalliser un certain nombre d'enseignements. Après, il y a des lieux naturels pour que cette conversation se poursuive. Il y a évidemment les instances qui existent, je pense à France Compétences, je pense qui sont des lieux où cet échange peut naturellement se dérouler, puisque c'est le lieu où les différentes parties prenantes, les conseils régionaux, les partenaires sociaux, l'État, travaillent naturellement sur ces sujets. C'est aussi le lieu où on travaille sur les certifications. Je pense que vous évoquerez tout à l'heure le CPF. Je pense que le CPF il va aussi ouvrir du côté de l'offre de formation toute une réflexion sur... donc je pense que là aussi c'est un lieu qui peut être irrigué, de tout ce qui est en train de se capitaliser, qui est partagé aujourd'hui. Moi je pense que la bonne manière d'avancer c'est ça, c'est que dans tous les lieux où ces questions doivent s'évoquer, ces questions de compétences doivent s'évoquer, de voir comment on peut acclimater le sujet des badges et en effet traiter les sujets techniques qui se posent ensuite. Si on pense au CPF, on y reviendra, il y aura des sujets, des possibilités ouvertes par le portail. Je vois les choses de manière assez décentralisée. Juste pour rebondir par rapport à cet aspect-là, ça fait lien un peu entre les deux premières questions. C'est que du côté des porteurs de badges, il y a aussi une logique de décloisonnement. C'est-à-dire non seulement au sein de nos structures respectives, mais comme vous l'avez très bien vu avec Badgeons la Normandie ou l'association Reconnaître, on est aussi dans une logique de communauté de pratique, mais aussi d'expérimentation. Et c'est là aussi qu'il faut être, je ne vais pas dire prudent, parce que ce n'est pas l'objet, mais on est dans une approche expérimentale. Donc si on force trop les choses, on va finalement les freiner. Il faut que chacun s'approprie justement la démarche. Et les différentes communautés qui sont justement porteuses de ces réflexions partagées sont aussi là pour nourrir et cristalliser, un peu organiser le débat par rapport à cette approche globale des badges. Et comme vous avez pu le voir, via les trois exemples que nous on a pu reprendre, les approches sont extrêmement diversifiées. C'est ce qui en fait la richesse. Donc la juste mesure entre ce qui doit être normé ou non, là aussi on est vraiment au début d'une belle aventure. Lorsqu'on voit qu'il faut environ 10 ans pour que l'ensemble des parties prenantes s'approprient un nouveau dispositif, on constate que sur les badges ça va relativement vite, mais que pour autant il y a aussi toute une acculturation à ce qu'ils portent, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des badges de motivation qui vont être plus légers, mais qui vont pour autant être très importants dans un parcours, parce qu'une personne qui enclenche une action de formation, notamment sur prescription, et qui est un peu découragée, si on lui parle de 3 mois, 6 mois, 1 an, ça ne va pas forcément lui parler. Alors que si on rythme ses apprentissages, si on décloisonne et qu'on lui permet à chaque étape d'avoir de la visibilité, là on pourra avancer. Mais pour autant ces badges, en dehors du contexte, n'ont aucune valeur. Ils n'acquerront de la valeur qu'une fois que justement que les compétences et les acquis d'apprentissage seront consolidés. Et là du coup, toute la réflexion que nous on a et que d'autres ont, de passer de ces badges à la certification. Mais pour autant, là on est dans une logique certes à grande échelle, mais expérimentale, et le PIC permet justement d'aller plus vite, tout en sécurisant quand même cette logique d'expérimentation. Oui, puis les badges peuvent avoir une valeur pas forcément nationale, elles peuvent être locales, elles peuvent être au sein d'une communauté, et surtout sans enlever de la tête que ce sont uniquement des micro-certifications. Quand on a des compétences, des diplômes, des blocs de compétences, pendant qu'on va passer à la compétence, en effet c'est utile pour informer, mais les open badges ne sont pas là uniquement pour reconnaître des compétences, ça a déjà été cité, ce sont des l'engagement et toute action de participation à la société. Ce sont aussi des outils pour engager les citoyens à trouver une place, parce que ce sont des outils de reconnaissance et qui ne sont... Ça aussi c'est compliqué d'en parler en 5 minutes, mais le badge, même si à ses débuts était quelque chose de descendant, plutôt émis par une organisation,
Aujourd'hui, avec le standard 2.0, n'importe qui peut créer un badge. J'ai donné quelques exemples. Je peux revendiquer une compétence. Elle n'aura de valeur que si elle est endossée, c'est reconnue, approuvée par soit ma communauté professionnelle, soit par des experts, et cette valeur, c'est moi qui peux la construire. Donc ça vient vraiment bousculer nos façons de reconnaître les apprentissages. Mais voilà, ça fera l'objet, je l'espère, d'un autre moment où on pourra approfondir ces questions-là. Merci infiniment. On va laisser maintenant la salle poser des questions si vous le souhaitez. Merci. Bonjour. Alors, moi je travaille dans le monde de l'emploi depuis 20 ans et j'avoue que je suis assez perplexe. D'ailleurs, je vois bien qu'il y a un enjeu en fait de formation globale, donc il y a une problématique de volume. Et donc, je me dis que le premier réflexe a été de se dire comment est-ce qu'on peut trouver une solution massive, mais en même temps, et précisément parce que moi j'ai déjà été formée par le numérique, je m'interroge parfois sur cette tendance facile au tout numérique où on a l'impression que l'écosystème se creuse la tête pour trouver des solutions d'innovation numérique, et donc il y a en effet un foisonnement, il y a beaucoup de test and learn, etc. Mais en même temps, je me dis que parfois, même souvent, on oublie de demander à l'utilisateur final si ça lui convient vraiment. C'est-à-dire, moi j'ai passé des formations numériques et honnêtement, en fonction du sujet, je suis à moitié attentive. Et puis, bon, moi, comme je suis pas trop bête, je suis qualifiée. Mais au final, quand je me creuse la tête et je prends du recul et je me demande ce que j'ai appris vraiment, et si je pense vraiment aux connaissances en fait, qui ont été validées par la formation numérique, franchement, c'est assez pauvre. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un levier manquant, c'est-à-dire un levier plus humain et plus convivial, parce que finalement, quand on est derrière son ordinateur, on ne pose pas de questions à son ordinateur. Alors oui, il y a les chatbots, oui, c'est juste pas pareil qu'une formation interactive où chacun peut s'interroger, s'interpeller, etc., etc. Dans votre question, en fait, c'est vraiment une expérience usager-utilisateur. Du tout. Est-ce que le dispositif est si adapté qu'on se le dit? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un mix humain-numérique à créer, plus global et plus collectif? Quel dispositif, excusez-moi? Quel dispositif? Je trouve que dans beaucoup de dispositifs de badge numérique, finalement, vous êtes formé avec des MOOC. Non, il y a un volet humain. Non, oui, parce que je crois qu'on confond plusieurs choses. Et en effet, c'était un des premiers usages des badges, ça a été de venir attester les formations en ligne. Et l'exemple qu'a donné Madame d'IBM, c'est aussi un des premiers usages, ça a été de permettre de reconnaître les cours qui étaient suivis en ligne, mais les badges, on les utilise dans n'importe quel contexte. Et justement, la force de ces open badges, et c'est pour ça que les tiers-lieux, l'éducation populaire s'en emparent, c'est qu'on a enfin un moyen de capturer en contexte les apprentissages qui se font. Et dans ces espaces informels, c'est ce qui manquait pour rendre visible ce que les gens apprennent, les reconnaissances qu'ils se font. Et donc, les open badges, si vous entendez le dispositif en parlant de open badge, n'est pas uniquement du numérique. C'est un outil numérique pour reconnaître, une nouvelle façon de reconnaître tous les apprentissages, qu'ils soient formels, informels. Je mentionnais juste que là, entre nous, en fait, c'est une VAE numérique. Enfin, c'est des formes de VAE numérique, finalement. Le contenu n'est pas... Enfin, le sujet n'est pas que le numérique, loin de là, d'ailleurs. C'est plus forcément le principal des formations. Et comme moi je l'ai montré sur nos contenus, un badge numérique recouvre différentes actions de formation et de développement qui peuvent être de la mise en situation concrète, un apprentissage théorique en ligne certes, mais qui est mixé avec de la vidéo, de l'audio, de la lecture. De plus en plus, les contenus se font sur différents supports, différents moyens pour caler à la capacité de mémorisation de chacun. C'est-à-dire, d'autres sont visuels, d'autres sont auditifs. Sur les formations que moi j'ai suivies récemment, etc., maintenant il y a systématiquement le sous-titre, etc. Donc ceux qui sont visuels peuvent lire, les mémoires visuelles peuvent lire, ceux qui sont audio peuvent entendre, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça fournit une richesse de capacité d'apprentissage
dont chaque individu peut en fait finalement peut adapter sa capacité, sa façon d'apprendre. Et il n'y a pas que le numérique, effectivement. Mais ceci dit, les statistiques, alors je ne les ai plus en tête, mais de ce qu'on a retenu à l'issue d'une formation en présentiel avec un formateur ne sont pas supérieures à ce qu'on a retenu au bout d'un mois dans une formation numérique si on ne l'a pas mis en pratique, si on ne l'a pas mis en œuvre. Bon. Je vous avais les chiffres d'ailleurs. Dernière question. Alors, une dernière question pour la salle après. Bonjour, Anne-Sophie Castet du labo du groupe ADECO. J'ai deux questions pour Madame Bergen, mais sur laquelle pourront sans doute rebondir les autres intervenants. La première, c'est quel est le statut du programme de formation vraiment passionnant que vous nous avez présenté? Est-ce que c'est pris sur le plan de formation de l'entreprise, donc prise en charge par elle et sur le temps de travail des salariés, ou bien est-ce que c'est une démarche volontaire, éventuellement prise en charge par le CPF et par le temps de travail? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez commencé à intégrer ces open badges dans vos processus de recrutement, qu'ils soient internes ou externes? Merci. Oui. Donc le système de badge ne recouvre pas l'ensemble des actions de formation. Toutes les formations que l'on suit et que l'on peut suivre ne sont pas titulaires d'un badge, donc c'est une partie des formations. Donc une partie, effectivement, c'est un ensemble d'actions de développement, dont certaines sont dans le plan de formation parce que certaines actions sont éligibles au plan de formation, d'autres ne le sont pas. Donc c'est un ensemble de choses. On va dire que ce n'est pas le plan de formation qui fait la volonté de formation chez nous, c'est la nécessité de développer effectivement les compétences. Donc maintenant la question dans le temps de travail, hors temps de travail, c'est une question qui est souvent posée puisque l'outil numérique permet de le faire effectivement à Tawad, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Donc partout, any device, anytime, anywhere, any device. Donc ça, après, c'est couplé avec notre accord de qualité de vie au travail et les engagements avec les partenaires sociaux. Donc c'est sur le temps de travail. Maintenant, effectivement, des personnes peuvent choisir de suivre des formations additionnelles si elles le souhaitent en dehors du temps de travail. Mais l'action de formation de l'employeur, elle s'effectue sur le temps de travail. L'intérêt des modules numériques comme ça, que ceux qui soient badgés ou pas, qui fassent l'objet d'un badge, c'est qu'ils sont de plus en plus découpés par petites séquences, ce qui permet de s'y consacrer finalement par petites touches et d'y revenir régulièrement. Voilà, il y a des modules de, alors je dis pas 7 minutes, c'est pas toujours 7 minutes, mais ça alterne, voilà, c'est mieux en mieux fait en tout cas. Des micro-modules qui font qu'additionner les uns aux autres, si vous les suivez de façon découpée, font des rappels systématiques, cognitifs, qui fait que finalement vous apprenez mieux et vous enregistrez mieux ce que vous avez appris que de vous faire une journée de 7 heures de formation sur une chaise à écouter un formateur. Et ça peut être très bien aussi. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier au nom du plus important pour vraiment votre participation et ces échanges très instructifs et enrichissants. Donc nous allons faire une petite pause de 5 minutes si vous le voulez bien. Et puis nous allons continuer les échanges. Et merci encore à tous, vraiment.